Bonjour à toutes et à tous. Ouais, prenez place, ça va se remplir. On est plus que complet, donc gardez bien votre chaise. Elle peut disparaître entre les pauses pour asseoir quelqu'un d'autre. Merci d'être venu à nous. On lance Foodorama, première édition. On est plutôt content parce que, à notre connaissance, et ça fait quelques années que Service Compris qu'on accompagne et on aide les food entrepreneurs à se lancer. Ce type de salon, ou en tout cas ce type de rendez-vous, d'échange, n'existe pas vraiment. Il y a les salons autour de l'assiette et du chef, hein, où le héros, c'est plutôt ce qu'on fait à manger. Il y a des salons autour de l'entrepreneuriat, mais rarement les deux. C'est-à-dire de parler de business food, de parler de boulangerie, de parler de pâtisserie, de parler de restaurant, de parler de street food, de parler de food truck. Et c'est vraiment ça qui est aujourd'hui au cœur de Service Compris, au cœur de Foodorama. On va passer une longue après-midi ensemble. Rapidement, Service Compris, qui sommes-nous ? On aide les entrepreneurs depuis 2018 sur le modèle de l'accélération et de l'accompagnement de start-up. On a juste remplacé les start-up par des entrepreneurs de la food au sens large, ce qui nous permet de leur proposer des programmes d'accompagnement, de leur proposer l'accès à une communauté, l'accès à des experts, des mentors dans un certain nombre de villes en France pour les aider à franchir le pas. Franchir le pas dans deux directions. La direction de l'entrepreneuriat quand ils ne l'ont jamais fait et la direction de la restauration quand là aussi ils ne l'ont jamais fait. Donc on a le double enjeu et le double challenge de les accompagner à ces deux niveaux, de devenir des entrepreneurs et de le faire souvent dans un secteur. À 90%, ils sont reconvertis dans un secteur qu'ils ne connaissent pas ou peu. Voilà. On va démarrer par 3 tables rondes. Une première que j'aurai la chance de modérer et les 2 suivantes, Samir Ouriagli va pouvoir échanger avec nos invités. Cette première table ronde, elle va être donc sur les financements. La deuxième sur le recrutement et la marque employeur, vaste sujet. Et la troisième sur le développement. On a la chance d'être avec un certain nombre d'entrepreneurs ou d'acteurs du secteur qui vont, je l'espère, décrypter, vous aider à décrypter ce monde merveilleux de la restauration et du financement. On va parler une grosse demi-heure avec nos 3 invités que je vais présenter. Et ensuite, on aura un peu plus de 10 minutes pour que vous puissiez poser vos questions et vous puissiez essayer d'éclairer des points qui n'auraient pas été soulevés par la table ronde. Voilà. Bienvenue encore. On est ravis d'être là. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un événement comme ça et c'est à la fois le bon moment et le bon format selon nous. On va tout de suite démarrer. Je vais vous demander de vous prendre vos micros, messieurs. On a la chance d'avoir avec nous donc Thomas Rigaudot de Cray & Co qui va se présenter, Grégory Chanzios du groupe Eleni et de la marque d'huile d'olive que vous connaissez probablement tous, Kalios, et Aurélien Banon de BPI France. Je vais d'abord vous passer le micro, peut-être par ordre inverse d'arrivée, de pouvoir à la fois vous présenter et puis savoir en termes de financement quel type d'argent vous mettez à disposition, en tout cas quel type de projet et à quel type de moment vous intervenez dans cette grande chaîne de valeur du financement dans le secteur de la restauration. Je ne suis pas habitué, donc merci. Enchanté, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Moi, c'est Thomas Rigaudot, donc je suis le fondateur de Cray & Co. C'est une banque d'affaires basée à Paris. Banque d'affaires, donc on est spécialisé dans les acquisitions, cessions et levées de fonds. Étant petit-fils de restaurateur, ayant eu une petite histoire sympathique dans la restauration à mes débuts, on s'est spécialisé, entre autres, dans le domaine de la food, donc de la restauration. On a fait une quinzaine d'opérations, on a accompagné le groupe Bozen, le groupe Côté Sushi, on a fait la transmission de Breakfast in America, on a pu accompagner le groupe Grupo Mimo, je ne sais pas si vous connaissez, dans la pizza. On fait beaucoup de choses très intéressantes et nous, on les accompagne à partir du moment où ils ont un peu compris le modèle, où ils savent répliquer et dupliquer. Et on va chercher des fonds privés, donc fonds d'investissement principalement. Des fonds d'investissement qui sont spécialisés aussi dans la food, donc qui peuvent aider à l'opérationnel.
Et on trouve ça hyper intéressant, ce que Service Compris propose, parce que dans beaucoup de cas, on nous contacte trop tôt et on n'a pas de solution en fait, à leur proposer. Il y a les BA, mais c'est pas assez structuré ou structurant. Donc on est ravis d'être là et pouvoir échanger sur nos parcours respectifs. Voilà. BA égale Business Angel. Voilà, c'est les acronymes du métier. Merci Thomas. Grégory, c'est l'entrepreneur de la table ronde. Qui es-tu ? Et là aussi, peut-être assez rapidement nous dire comment le Hellenic Group s'est construit par les financements et avec qui tout au long de votre aventure, avec toi, ton frère et Juan aussi qui fait partie du trio. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Grégory, un des cofondateurs, un des 3 cofondateurs d'Hellenic Group. Moi, j'ai fait un peu le chemin inverse. J'étais plutôt destiné à des études dans la finance. J'ai fait des études dans la finance, bossé 1 an dans une banque d'affaires. Et en 2009, on a tout quitté avec mon frère pour reprendre l'olivier familial en Grèce et développer la marque Alios. Et au fur et à mesure de nos différentes rencontres, où on a d'abord commencé à rencontrer les chefs, en allant dans leur cuisine, en présentant nos produits, on a rencontré Juan Arbelaez, qui est devenu un super pote et avec qui on a décidé de se lancer dans l'aventure de la restauration. Parce qu'on a toujours eu envie, avec mon frère, pour avoir côtoyé pendant de longues années les chefs, on a toujours eu envie de découvrir l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on leur amenait des produits. Et c'était le moment aussi où les chefs revenaient beaucoup vers les producteurs. On était producteurs, donc on a ce lien très rapidement qui s'est fait avec eux. Et par contre, on s'est toujours dit, on a envie d'ouvrir un resto, mais on n'est pas chef. Donc on ouvrira notre resto le jour où on sera associé avec un chef qui connaîtra, parce que voilà, la cuisine, c'est un milieu qui est très militaire quelque part, où il faut avoir commencé en bas et gravi les échelons. Et donc voilà, donc on a rencontré Juan, on a décidé de se lancer dans un premier restaurant à Saint-Ouen, suite à un concours qu'on a fait de jeunes entrepreneurs chez Unibail. On a rencontré Olivier Saguez à l'époque, qui était dans le jury de Unibail, et qui nous a dit, voilà, on est arrivé en finale, on n'a pas gagné le concours, et il nous a dit, voilà, moi j'ai adoré votre concept, j'adore la Grèce. Je transfère mes bureaux à Saint-Ouen. Si vous voulez, je vous mets à dispo un local, je vous mets des équipes à dispo pour créer le concept et développer votre concept. Et donc voilà, il restait plus qu'une chose, c'était trouver les fonds, qui va être le thème de la journée. Nous, on a commencé chacun, et Juan avait déjà 2 restos de son côté. Nous, on avait Alios, on a apporté, on a commencé avec les quelques euros qu'on avait en poche, en faisant appel à nos banquiers historiques. Et à BPI qui nous a contre-garanti le premier prêt pour se lancer dans cette aventure. Enchaînement parfait avec la BPI. Aurélien, là aussi, tout le monde connaît BPI France. Peut-être un petit peu moins dans la restauration, les types d'interventions que vous faites, à quel moment, à quelle maturité de projet vous pouvez à la fois apporter une assise financière, mais également d'autres types d'accompagnement. Est-ce que tu peux là aussi nous préciser comment ça se déroule à l'heure actuelle ? J'imagine que ça n'a pas tout jeté comme ça et peut-être que ça va évoluer aussi. Merci à tous. Pour BPI France, en fait, on a une intervention auprès des restaurateurs qui est assez équivalente à tous les autres secteurs. Donc, on commence par la création, le développement. C'est des financements comme la garantie qu'a évoqué Grégory, c'est-à-dire d'être un peu votre garant à vos côtés quand vous sollicitez un prêt bancaire auprès de votre partenaire. C'est du financement en direct qui est de plus en plus massif pour le secteur. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la société. Je pense qu'en 10 ans, cette manière d'intervenir a largement augmenté. Aujourd'hui, en 2023, je pense qu'on a mis en place à peu près 300 millions d'euros de crédit pour les restaurateurs en direct et en contre-garantie à peu près 1,5 milliard en 2023. On fait aussi des fonds propres, c'est-à-dire qu'on a un fonds dédié au monde du tourisme au sens large, et donc dedans il y a une verticale liée à la restauration. C'est à peu près une dizaine d'opérations d'investissement par an, donc ça peut être l'un d'entre vous dans cette salle. Sur l'Île-de-France ? Non, pas que sur l'Île-de-France, c'est vraiment la France, même voire dom-tom si on veut, c'est tout l'Hexagone. Et on fait aussi de l'accompagnement, parce qu'on parle Grégory parlait de rencontres fortuites qui ont permis de booster le projet. On croit beaucoup aussi à l'accompagnement des dirigeants. Ça reste une histoire d'hommes et de femmes. On se considère un petit peu on essaie d'apporter peut-être du capital, mais aussi du capital confiance.
autour de votre projet, en apportant du professionnalisme, en partant des compétences qui peut-être peuvent manquer dans l'équipe des fondateurs. En tout cas, on pense que c'est une alchimie de tout ça qui permet de donner les meilleures conditions de réussite à un projet. Peut-être en revenant, je ne sais pas qui va vouloir nous répondre, le rôle de la banque, pas la banque pour l'innovation, mais la banque aujourd'hui, c'est souvent le premier partenaire financier que l'on sollicite, sous réserve d'un apport qui est aujourd'hui environ à 30-35% de la somme que l'on souhaite obtenir de la part de la banque. Donc, si on veut emprunter 100 000 euros, il faut apporter 30 à 35 000 euros de fonds propres, d'apport personnel, donc son argent et celui de ses proches. Est-ce que qui veut répondre sur aujourd'hui le rôle de la banque, à quel moment, à quelles conditions, et peut-être ou éventuellement des anecdotes ou des éléments de précision sur comment, sur la partie LNI, comment la banque s'est positionnée et à quel moment, et si ça fait toujours partie, même plusieurs années après, même presque 15 ans après, ça fait toujours partie des premières portes auxquelles on frappe. Ouais, naturellement, on se tourne vers la banque immédiatement. Alors, nous, on avait côté Calios, on avait un banquier. Quand on a dit on veut ouvrir notre premier resto, naturellement, on se tourne vers la banque. C'est vrai que le côté fonds d'investissement vient beaucoup plus tard. Comme l'a dit Thomas, il faut avoir déjà aussi l'idée de se dire j'ai envie de dupliquer, de développer, donc ça vient un petit peu plus tard. Et naturellement, on se tourne vers la banque. Et alors, ça a beaucoup changé aussi, parce que nous, à l'époque, quand on avait le premier, en tout cas Saint-Ouen, on était en 15% d'apport versus 85% par la banque. Aujourd'hui, effectivement, on est plus à 30-35%, et encore quand la banque a décidé d'y aller. Mais oui, le banquier dans la vie de l'entrepreneur, il est toujours là, quoi qu'il arrive. Et en restauration, le TPE, les SI, le financement, toutes ces choses-là passent par le banquier. Donc mécaniquement après, plus on va en faire un premier, un deuxième, on se retourne vers la banque. Et à un moment, le banquier va dire, voilà, aujourd'hui j'ai un montant d'encours qui est assez élevé dans le groupe. Vous avez 3, 4, 5, 6 restos. Je ne peux pas être le seul à vous suivre sur ce genre de projet, donc soit on aller voir une seconde banque avec lequel qui va venir sur un premier, un deuxième, et après on fait un pool ensemble, soit essayer d'aller voir d'autres personnes en fonction de vos envies de développement aussi, des business angels, des fonds d'investissement, voilà, ou des sociétés qui vont vous accompagner dans le développement. Mais ouais, initialement, je pense que tout le monde passe par le côté, la première idée qui vient, c'est le banquier. BPI France garantit ou contre-garantit les prêts bancaires. Donc peut-être pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ce principe, de rappeler un petit peu comment ça fonctionne, disons le niveau de prise en charge. La BPI regarde si le partenaire bancaire, j'imagine, se positionne. Le partenaire bancaire regarde aussi si la BPI est prêt à contre-garantir et à quel niveau. Il y a aujourd'hui un peu un ping-pong qui s'instaure entre vous et le partenaire bancaire. Comment vous travaillez aujourd'hui avec les établissements bancaires au sens large ? Bien sûr. Alors c'est vrai que le contexte bancaire est peut-être un peu plus difficile qu'avant le Covid. Rien qu'en prenant en considération les changements de marché entre les concepts, les sujets de RH qui seront évoqués à la prochaine table ronde, le coût de la matière première, l'inflation, les nouveaux modes de consommation avec le télétravail. Donc il est vrai que pour les banquiers, beaucoup de centres d'affaires, c'est un secteur qui est pas facile à appréhender, et il est vrai que plus on a affaire à des chargés d'affaires ou des directeurs de centres d'affaires qui ont une vraie connaissance terrain du secteur, ça va faciliter les choses. Après, au niveau de la garantie à proprement parler, c'est un produit de masse. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mission d'utilité publique avec ce produit-là. Pour ça, je vous disais des chiffres assez importants. Rien que pour la restauration, on navigue entre 1 et 2 milliards, suivant les années, de contre-garantie, en sachant qu'on contre-garantit en moyenne 50% du crédit. Donc, c'est-à-dire c'est à peu près 2 à 4 milliards de crédits qui ont été mis en place pour les restaurateurs. C'est en général un accord de notre part. On fonctionne, notre client est le banquier dans cette opération, c'est lui qui passe en comité de crédit, obtient son accord sous condition d'obtention de la garantie BPI France, qui vient nous la soumettre dans certaines conditions, et dans d'autres, elle est automatiquement accordée. Donc finalement, il ne faut pas prendre cette étape de la contre-garantie BPI France comme une étape très forte. La plus importante sera auprès de votre partenaire bancaire, de la relation de confiance, de l'adhésion au projet qu'il aura, pour aller vis-à-vis de son comité de crédit et obtenir, lui, son accord.
Après, quand ça passe chez nous, c'est relativement installé, c'est une relation fluide, et à plus de 95%, on sort avec un accord. Juste, si je peux me permettre, je vais même me mouiller un petit peu plus qu'Aurélien. Aujourd'hui, le partenaire bancaire demande quasiment à 100% du cas la contre-garantie BPI. Et en général, le banquier y va si BPI y va. Et voilà, nous, on n'a pas eu un seul prêt, même dès le premier, où le banquier ne nous ait pas dit « J'attends la réponse de la BPI. Exactement. Ouais. Alors, peut-être pour ajouter, mais ça fait peut-être la transition pour Thomas, mais c'est nos relations en fait, qui va s'instaurer avec le banquier, et on est comme un peu dans un date quand même. On a une première impression à faire, faut pas se louper. Donc c'est vrai que plus on est préparé, mieux c'est. Et donc c'est vrai que des acteurs comme Thomas qui peuvent accompagner des dirigeants dans leur démarche de financement, c'est des choses importantes. Les événements qu'on fait aussi aujourd'hui, il faut communiquer, il faut distiller la bonne parole et les bonnes pratiques, parce que malheureusement, en un rendez-vous, ça peut être plié quand même. Donc il faut se faire accompagner, je pense que c'est vraiment important pour réussir. Alors c'est vrai que sur les premiers deals, l'accompagnement peut être par le comptable dans une certaine mesure, même si c'est plutôt pour mettre en forme un business plan. Service compris de nous, on fait ce travail-là sur les premières affaires, vraiment d'aider à structurer un dossier qui évite un certain nombre d'écueils qui sont mal perçus par les banques. Ensuite, toi Thomas, sur des deals plus gros, quel est le rôle aujourd'hui banque d'affaires? On connaît le nom, mais c'est quoi, ça sert à quoi? À quel moment et quel rôle? Tu as 2 heures pour répondre. À quel moment de la maturité? Même question pour les deux. Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement et comme service? J'imagine que c'est plutôt de l'intermédiation entre des entrepreneurs et des entités, où pour le compte d'eux, tu investis. Est-ce que tu peux nous préciser de manière synthétique comment tu travailles au quotidien? Ouais, j'espère que j'ai vraiment 2 heures pour le coup. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'une banque d'affaires, c'est un intermédiaire. Et en fait, la mise en relation, elle est à la fin du process d'accompagnement. On a quand même une analyse profonde du business à faire. C'est pour ça que se spécialiser, c'est important, parce qu'on ne peut pas redécouvrir un nouveau secteur à chaque fois. Suivre les marchés, savoir ce qui porte le marché, ce qui le porte moins, pour accompagner des dirigeants qui sont dans le cycle, qui ne sont pas contracycliques, comme on dit, qui sont dans le cycle et qui représentent donc des vraies opportunités pour notre autre partenaire, qui est les investisseurs. Donc notre objectif, c'est de mettre toute la stratégie, toute la finance, tout le mindset de l'entrepreneur dans un format qui est compréhensible par tous. Donc ça, c'est la première partie du boulot. La deuxième partie du boulot, c'est de comprendre ce qui va différencier un entrepreneur, son projet, des autres, pour essayer de comprendre pourquoi lui et pas un autre. Et la troisième étape, ça va être effectivement de trouver dans notre réseau, qu'on tisse depuis Day One, depuis un peu moins de 10 ans, quel est l'investisseur qui pourra vraiment accompagner le projet et pas juste envoyer massivement à 50 personnes. Ça marche jamais, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Donc, ça nous arrive de faire des tours de table où on invite 3 investisseurs. Voilà, parce qu'on sait que de toute façon, si les 3 disent non, ça sert à rien de faire plus. Et ensuite, on va accompagner notre client. On fait principalement du primaire, donc c'est les premières opérations pour les entrepreneurs. On va les accompagner dans tout ce qui est négociation juridique, conditions, pactes, protocole de transaction, enfin, tout un accompagnement un peu comme un médecin généraliste qui va piloter tous les conseils qui vont graviter autour de l'opération jusqu'au closing. Et il se trouve que dans certains cas, dans beaucoup de cas, on accompagne aussi les clients à faire de la croissance externe après l'opération. Donc on lève 10 millions d'euros, il faut les déployer. Avec l'aide de BPI et puis des banques, on a peut-être 20 à 30 millions à dépenser. Et donc on va racheter des petits groupes qui ressemblent et les transformer pour aller plus vite dans notre développement. Ça, c'est dans certains cas. Donc notre rôle, il est là, il est un peu pivot dans le sens où on est focus sur des opérations primaires et on passe d'un moment où l'entrepreneur a 1 ou 2 ou 3 restaurants à un moment où il veut vraiment grandir. Et donc là, c'est les moyens, le siège, organiser le pool dont tu parlais tout à l'heure, les mettre tous autour de la table, et on a des histoires hyper marrantes à ce sujet. Et de plus en plus, on peut les accompagner de plus en plus tard, et c'est un sujet. C'est-à-dire que nous, il y a 3 ans, je peux donner des noms, mais Grupo Mimo, par exemple, qui est une marque incroyable, fondée par des gens incroyables, on les a accompagnés avec un bilan, quoi. Aujourd'hui, c'est moins possible.
C'est un C'est-à-dire peu que ça les niveaux d'investissement et d'intervention sont plus sur quelques millions d'euros. Sous le million d'euros, aujourd'hui, vous avez très peu d'activités ou très peu de deals qui font sur des sommes en dehors de ce million ou plus. Le ticket d'un investisseur, lui, il doit déployer son capital. Hein. Donc, il n'a pas un nombre infini de ressources, hein, c'est comme tout le monde. Et donc, il ne peut pas forcément se mobiliser sur des tickets de 500 000 euros. Donc, il y a un vrai trou dans la raquette dans la restauration aujourd'hui, parce que j'ai compris qu'en plus, vous étiez en train de résoudre, donc c'est tant mieux. Et c'est en dessous de ce million d'euros-là, entre le nombre de restos 0 et 3. BPI fait un boulot fantastique. Les brokers en financement bancaire peuvent y arriver. Ouais. Ils peuvent y arriver. En général, les entrepreneurs y arrivent très bien tout seuls, en réalité. Mais en fait, c'est toujours une histoire de... Tu le disais tout à l'heure, je mets 3 pour avoir 10. Aujourd'hui, dans Paris, avec une extraction, je veux dire, il n'y a aucun projet en dessous de 700-800 000 euros. Donc on fait quoi, en fait? On fait quoi? Et donc, effectivement, nous, on arrive, une fois qu'il y a 2-3 emplacements, dans la duplication, dans la croissance, on y arrive assez bien, parce qu'on a identifié, noué des contacts avec les bonnes personnes, on pense. Mais il y a ce gap-là, je pense, auquel tu es passé toi, et Aurélien, que tu vois tous les jours, quoi. Justement, si on revient un peu en arrière, toi, Grégory, sur la première ou les premières affaires, comment s'est structuré ton apport, toi et ton frère, peut-être l'apport de ton activité Calios qui existait déjà, les banques, j'imagine, la BPI, j'imagine aussi en contre-garantie. Est-ce que tu as fait appel à d'autres types d'investissements sur ces premières années, justement, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, qui est le cas de figure de la plupart des personnes dans la salle qui en sont plutôt à 0 et qui sont de 0 à 1. Comment toi, justement, cette phase-là, comment les financements se sont structurés? Alors, Juan en avait déjà 2-3 de son côté, donc qu'il avait autofinancé avec le côté bancaire. Nous, on avait Calios, on a mis nos apports grâce à Calios, puisqu'on a toujours réinvesti, chaque euro gagné, on le réinvestissait dans la société. Et on a fait en partenariat bancaire quasiment jusqu'au 12 ou 13e, 12e, 11e. Et ensuite, c'était que des banques. Et ensuite, on a BPI qui a cofinancé, pas cofinancé et garanti d'ailleurs, les 3 derniers que l'on a ouverts systématiquement. Et donc là, Aurélien, la BPI finance et non pas contre-garantie. À quel moment et sur quel type de profil de restauration? Alors dans notre jargon de BPI, c'est ce qu'on appelle la phase de développement. C'est-à-dire c'est une entreprise qui a au moins 3 ans d'existence. Donc ça peut être 1 ou 2 restaurants, mais au moins un qui a déjà 3 ans d'existence. Et pour lequel on a un track record probant, c'est-à-dire des ratios d'exploitation au rendez-vous qui sont dans la norme du marché qu'on peut attendre suivant le positionnement du produit qui a été développé par l'entrepreneur. À partir de là, on peut regarder des financements en direct avec nos directions régionales basées dans toute la France. Et donc c'est là où on met en place le fameux pré-tourisme qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans, je dirais, et qui a pris toute sa place dans son marché, finalement, qui s'adresse donc au tourisme au sens large, et donc dedans, bien sûr, il y a la restauration, et qui répond à un vrai sujet, en particulier, je pense, par rapport à la duration du crédit, car aujourd'hui, entre la hausse des taux, la hausse des coûts des travaux que vous pouvez mener quand vous faites une rénovation d'un local que vous prenez à bail, c'est quand même ça demande de plus en plus d'apports. Nous, on peut aller peut-être jusqu'à une durée de 10 ans, ce que tout le monde ne peut pas proposer. Il y a toujours 2 ans de différé d'amortissement en capital, donc c'est un prêt en quelque sorte patient. Et c'est là-dessus on essaie de se différencier en prenant en plus aucune garantie, donc ça laisse de la place à la banque en prenant le nantissement du fonds de commerce, en prenant le nantissement de titre, de se dire je suis le seul à être inscrit. Donc si on rentre un peu dans la technique, ça veut dire que la banque a quand même une meilleure exposition sur le collatéral financier qu'elle a pris en garantie. Donc c'est essayer de mettre un peu toutes les parties prenantes à l'aise dans le montage et dans le plan de financement. Et donc c'est comme ça qu'on essaye de trouver notre place et d'intervenir auprès des restaurateurs. J'ai une question piège. Alors chacun peut répondre. C'est quoi un bon dossier d'entrepreneur? Les ratios, alors
sur du développement, j'imagine, c'est l'activité des 2 ou des établissements qui tournent déjà. Et là, il y a peut-être des points spécifiques sur des ratios de marge, sur des masses salariales, sur de l'endettement, qui peuvent être des critères importants. Mais sur d'un côté entrepreneur ou d'un côté banque au sens large du terme ou financeur, est-ce qu'il y a des red flags et au contraire, quels sont les points qui sont les plus rassurants aujourd'hui sur le marché quand un entrepreneur arrive soit sur une première affaire, soit en développement? Qui veut répondre, j'imagine, avec des points de vue différents? Moi, je vais me lancer. Le premier point, je pense, le plus important, et il est vrai pour tous les secteurs que nous accompagnons, c'est l'équipe, en fait, qu'on va accompagner finalement. Parce que même si on parle de business plan, on parle de projet, etc., ça reste des personnes derrière qui vont exécuter ce projet, qui vont le porter au quotidien. Donc en fait, c'est la relation, le sentiment qu'on a eu lors des échanges, des rendez-vous. C'est le professionnalisme, la connaissance du secteur. Donc dans l'idéal, nous on adore les attelages, j'appelle attelage, enfin l'équipe, qu'elle soit diversifiée en termes de profil. Parce qu'en fait, c'est cette diversité, des gens peut-être qui viennent de la finance, quelqu'un qui vient de la restauration, enfin qui vont marier, conjuguer des visions différentes, et d'autant plus dans un monde de plus en plus complexe, on peut le dire, qui n'a rien à voir avec la restauration d'il y a 15-20 ans, c'est d'autant plus de la valeur d'avoir des gens d'horizons différents. Donc nous, c'est un des points les plus importants. Oui. Après, en général, tout découle. C'est-à-dire que si l'équipe est bonne, souvent elle nous présente un projet qui a du sens. Il y a peut-être des réglages à faire, mais qui se feront au quotidien, au fur et à mesure que le projet avance. Mais on va dire l'essentiel, le noyau dur du projet dans sa qualité sera présente. Donc le concept, la localisation, les choix qui auront été faits stratégiques dans leur grand ensemble seront quand même de qualité. Là-dessus, une question qui est beaucoup posée par les entrepreneurs qui viennent à Service Compris, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un chef associé quand on veut se lancer dans la restauration? Alors c'est vaste question parce qu'il n'y a pas une réponse unique. Il y a des concepts food qui probablement tiennent sans un associé et uniquement avec des salariés et une équipe en cuisine qui n'est pas associée à l'affaire. Est-ce que ça a un peu évolué? Je pense, j'ai un peu cette impression-là. Est-ce que toi, le fait d'avoir Juan à tes côtés, vous étiez plutôt épicier que restaurateur, est-ce que pour toi, ça a été sur ce que tu faisais, ce que vous proposiez à manger, ça a été décisif, tu penses, dans la capacité à se faire financer? Oui, à coup sûr. Après, il y a de très bons contre-exemples, que ce soit Big Mama, que ce soit Laurent Gourcuff, Benjamin Patou. Il y a des gros groupes qui se sont construits autour d'entrepreneurs, pas forcément accompagnés de chefs. Alors en dessous, évidemment, ils se sont attachés les services de bons chefs ou de bons directeurs. Mais nous, dans notre vision de la restauration, on venait de l'extérieur à la base, mais avec Alios, on en a fait tellement des rendez-vous avec des chefs qui, alors ça restait encore un peu l'ancienne génération, 2008-2009, c'est les chefs encore, c'est le tout début de Top Chef, donc on n'avait pas trop encore l'image du chef hyper médiatique, qui parle bien et tout ça, c'était plutôt le chef qui était dans sa cuisine et qui n'en sortait pas. Et on s'était toujours dit dans cette organisation-là, si un jour on veut avoir l'envie de développer et d'aller dans la restauration, il faut qu'on s'accompagne de quelqu'un qui sache ce que c'est que d'être chef. Moi, j'ai une petite histoire, quand on a ouvert le premier Yaya à Saint-Ouen, on avait toute une équipe en cuisine. Juan a dû nous laisser pendant une semaine parce qu'il avait un autre événement qu'il pouvait pas annuler. C'était une semaine après l'ouverture. Et du coup, j'ai dit à Juan, t'inquiète, tu peux y aller, je me mets au pass. Et je me suis mis au pass, alors évidemment pas en cuisinant, mais Juan m'avait donné les consignes, tout ce que ça sort comme ça, l'assiette elle doit sortir comme ça. Et les gars, je vois qu'ils ne sortent pas l'assiette comme Juan l'avait dit. Je leur ai dit, les gars, ils savaient que j'étais le patron, que c'est moi qui fais, en l'occurrence je m'occupe du côté financier, donc c'est moi qui faisais les payes et tout. Et ça rentrait pas dans leur tête, ils faisaient comme ils avaient envie de faire. Le soir même, j'appelle Juan, je lui dis comment est-ce que je dois leur parler, comment tu leur parles, est-ce que tu peux les appeler, parce que l'assiette ne sort pas comme toi tu l'as décidé. Il m'a dit, ne bouge pas, je reviens. Il a fait l'aller-retour, il était dans le sud, il a fait l'aller-retour le soir, il était là au service le lendemain midi. Et je peux vous assurer que les assiettes, elles étaient laser telles que lui le disait. Mais parce que dans leur esprit, Juan, ça reste quelqu'un qui a fait le même métier. La figure du chef. Ouais. C'est la figure du chef. C'est je donne un ordre, mais parce que je sais
qu'il doit être fait comme ça parce que je suis passé par là. Et c'est ce qui nous a renforcé dans notre idée de nous dire il faut qu'on soit accompagné par un vrai chef. On s'est associé par la suite avec Amandine Chéniaud aussi, et on se rend compte que les cuisines, ça ne fonctionne que comme ça aujourd'hui. Quand tu fais une cuisine effectivement plutôt bistronomique ou avec des recettes, une empreinte forte de chef. Ouais, voilà. Après, il y a des concepts différents parce que il y a des concepts qui vont être dupliqués, comme le disait Thomas. Nous, on est plus sur un concept où on va laisser de la place au chef. Si on veut recruter des chefs dans nos restos, avoir des cartes qui changent, parce qu'on fait varier nos cartes avec les saisons, uniquement des produits de saison, on le change 4-5 fois par an nos cartes. Rouen ne peut pas faire toutes les cartes, il est là pour accompagner nos chefs, mais on a besoin de laisser de la liberté aux chefs. Donc pour le laisser s'exprimer, on est obligé d'avoir des chefs qui ont fait le même cursus, alors Rouen les accompagne, mais moi, j'aurais pas pu faire ça. Je suis pas créatif, je suis pas capable. Alors, je cuisine chez moi, mais ça a rien à voir de faire un dîner chez soi pour 10-15 personnes que pour faire dans un restaurant. Et même dans un restaurant pour 10-15 personnes et chez soi 10-15 personnes, c'est encore très différent. Donc, moi, je le concevais pas autrement que de m'associer avec un chef, mon frère aussi. Et voilà. Après, il y a des concepts différents où on va avoir un chef qui va créer, dupliquer et qui va bien fonctionner aussi. Mais sur le côté bistronomique, c'est un peu différent pour moi, je trouve. Oui, c'est vrai, pour assurer l'audience, on a autant d'exemples que contre-exemples. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, même dans les projets services compris, Labao Family, Céline et Billy, vous entendrez Billy tout à l'heure, aucun des deux n'est en cuisine. Benjamin Cohen chez Dahlia non plus, pas d'association de chefs. Donc il y a ça fonctionne sur certains concepts, ça fonctionne moins bien quand l'empreinte culinaire, le menu change très souvent, qu'il y a vraiment une patte culinaire particulière. On a parlé des banques. Pour revenir au financement, on a parlé de l'apport personnel. Est-ce que Thomas, toi qui vois passer pas mal de dossiers aussi, quel autre interlocuteurs aujourd'hui, des business angels, c'est-à-dire des gens qui donnent quelques dizaines de milliers d'euros ou un peu plus, souvent au début, comment les prêts d'honneur aussi, d'autres, où aller chercher ces euros et quel type de profil de financeur toi tu vois arriver dans des dossiers plus matures certes, mais souvent avec des pourcentages peut-être par-ci par-là, et sur quel type de profil sont aujourd'hui les investisseurs de la restauration? Alors, je vais juste rétro-pédaler parce que tu avais posé une question intéressante sur quel est le dossier parfait. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y a Corélien qui a eu la possibilité de répondre, donc la prochaine fois, je prendrai la parole en premier. Quels sont tes dossiers parfaits alors? Alors, il n'y en a pas vraiment. D'ailleurs, je vous invite à pas tellement raisonner comme ça, parce que on a lancé, nous, 2021-2022, on a fait une vingtaine de deals dans la food, et on a lancé un truc qui s'appelle le fast casual. Vraiment le concept fast casual, il y a 4-5 ans, personne n'en avait entendu parler. On a commencé à mettre ça sur tous les decks, à balancer ça sur toutes les places. Et en fait, on a vu qu'après les gros deals qui ont été annoncés en fast casual, enfin, c'est le mix entre le fast food et le casual. Parce que, quelques noms à nous citer peut-être dans le secteur tout à l'heure. Hein, je vais reparler de groupe Omimo. Il y a le groupe Fitzgerald, par exemple, qui est lui maintenant passé sur le niveau casual chic, qui est d'ailleurs qui laisse beaucoup sa place au chef, mais qui se duplique aussi très bien. Le groupe Kintaro qu'on a fait avec BPI d'ailleurs, avec l'équipe de Serge. Dans le quartier Sainte-Anne. Ouais. Exactement, ils ont une dizaine et là c'est que du non duplicable mais dupliqué. Voilà. Et en fait, du coup, on a vu qu'il y a eu plein d'entrepreneurs qui ont voulu faire la même chose en se disant, c'est le dossier parfait vu que c'est le dossier qui marche, donc allons-y. Ouais, et bien du coup, ça marchait pas. C'était mal positionné ou parce qu'il y avait déjà eu trop de deals sur ce type de resto, il y avait un peu une petite saturation? Je pense que quand tu es dans la restauration, tu as la chance de pouvoir faire un business qui est hyper créatif. Donc si tu enlèves le côté créatif, nous on accompagne des groupes de franchisés Burger King, au Tacos, là ils n'ont pas à réfléchir, quoi. On a le manuel, il fait 400 pages, on y va à fond. Donc, ça c'est ceux qui veulent le dossier parfait, allez plutôt faire ça. Par contre, si vous faites des boîtes comme la tienne, je me doute que non, il faut plutôt se dire quel est le financement ou quelle est la stratégie parfaite, quoi.
Ouais, qui fonctionne avec le type d'affaires qu'on souhaite monter. Ouais, dans faut pas raisonner comme ça, parce que, alors, par contre, j'ai quand même réfléchi à la question, j'ai quand même fait l'effort. Il y a des choses qui sont nécessaires. Je veux dire, peu importe le financement ou la stratégie, parce qu'il peut y avoir zéro financement et se développer très bien sur 10-15 ans. Les écueils qu'on voit principalement, vous devez voir les mêmes chez BPI, mais le premier, c'est le suivi des chiffres. C'est fou, mais à notre niveau, hein, donc c'est des boîtes qui vont faire entre 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas de suivi de chiffres. Et le problème de la restauration, enfin moi je me souvenais à Londres, parce qu'on a monté une boîte qui faisait des burgers au bœuf bourguignon et raclette à Londres. On a monté ça à 8 emplacements. Ça peut marcher qu'à Londres, j'ai l'impression ça. Ouais. Alors, on a revendu à un fonds, en plus, c'était assez sympa. Et, bon, je me souviens j'y allais une semaine par mois, on faisait les comptes, et puis on avait 100 lignes sur Excel, quoi. La moindre dépense, elle est suivie, parce que c'est un business de marge. Donc, le suivi des chiffres, c'est hyper important, quoi. Aujourd'hui, l'équilibre produit-marketing est aussi assez important. C'est-à-dire que soit c'est full produit, on s'en fiche du marketing, les gens vont venir parce que je suis le meilleur. En fait, les gens ne viennent pas. Soit le meilleur bao, le meilleur burger, le meilleur... Tout ce que tu veux. Le meilleur, tout ce que tu veux. Et en fait, les gens ne viennent pas. Alors, à défaut, faire que du marketing, c'est souvent les attelages entrepreneurs marketing et chefs, mais du coup, ceux qui parlent le plus, finalement, un peu raison. Trop de marketing, le produit n'est pas bon, les gens ne reviennent pas. Donc, soit les gens ne viennent pas du tout, soit les gens viennent et ne reviennent plus après, quoi. Le troisième écueil, c'est sous-estimer les coûts de lancement. Alors ça, c'est des rallonges et des bridges de trésorerie. C'est une aventure sur 3, quoi. Je ne sais pas, mais en plus, aujourd'hui, on a encore moins de visibilité. Donc je pense qu'il y a des boîtes, je pense que vous le faites aussi, qui accompagnent à la gestion des travaux. Oui, ben c'est vrai que nous, dans la communauté qu'on met autour des projets que l'on accompagne, il y a des expertises que nous, on n'a pas. Hein. On a trop peu fait de travaux les uns les autres pour estimer, faire de la maîtrise d'ouvrage notamment. C'est vrai que tu parlais il n'y a aucun projet sur Paris à moins de 600, 700. On arrive quand même, nous, à accompagner plutôt des 300, 350. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un local avec de l'extraction, quel que soit l'état, voilà, en coût de démarrage, aménagement, travaux mobiliers avec les prix, c'est vrai que sous les 300, 350 aujourd'hui, donc de plan de financement, c'est-à-dire la somme dont vous avez besoin pour ouvrir le premier jour, en attendant de faire vos premiers euros de revenus, c'est des projets ou alors très confidentiels, dans des petits locaux, sans extraction, qu'une cantine de midi, dans un arrondissement périphérique. Mais c'est vrai que on atteint assez rapidement 300 à 350 000 euros en plan de financement, vraiment à minima. Ah, ouais, minimum. On a travaillé avec une boîte là récemment pour les aider en en lancement. Pas d'extraction, c'est des locaux de 15-20 mètres carrés, donc c'est que de la distribution, et effectivement, tu as 400 000 euros l'emplacement, quoi. Juste le quatrième point, j'arrête de monopoliser. Sur les bons dossiers ? Non, enfin justement sur les écueils qu'on voit régulièrement. Le quatrième que je mettrais d'ailleurs en deuxième, parce que le suivi des chiffres, ça c'est important dès le début. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire une taille. Mais le deuxième, donc quatrième, il faut juste le remettre dans l'ordre, c'est très souvent on voit des sièges qui sont mouse, quoi. Un très gros siège pour 3 emplacements. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu 2-3 emplacements. Ensuite, on structure le siège. On a 20 personnes et on nous dit c'est bon, là, on a juste besoin d'argent pour aller créer 15 emplacements. Le siège peut suivre. Voilà, donc le siège RH, compta, finance, admin, sourcing, peut-être parfois pour faire des économies d'échelle. Donc c'est ça à partir d'un certain nombre d'établissements. Exactement. Et ça, alors il n'y a pas de chiffre magique. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que le bilan il est négatif, je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, faut essayer de. Ça, c'est un sujet qu'on voit vraiment très, très, très souvent. Sur la croissance. Là, je pense un coup sur 2, on a ce sujet-là. Siège qui arrive trop tôt, qui est structuré trop gros, trop tôt. Ouais, je pense que les entrepreneurs finalement ont hyper envie de faire. Puis au bout de 3-4 ans, ils sont fatigués. Ils voient une bulle d'air un peu arriver. Ils surexploitent la bulle d'air et ils se retrouvent finalement complètement avachi par les coups de siège, quoi. Le temps passe vite. J'ai des signaux affolés de l'équipe et on va laisser les questions éventuellement dans la salle. Il nous reste 5 grosses minutes et si on n'a pas, on posera des questions supplémentaires. J'en ai quelques-unes en réserve. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités
Est-ce qu'on peut donner un micro à Cyril pour que tout le monde entende bien la question, on pourra la récupérer. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous expliquer qui accorde les prêts d'honneur, parce que je n'ai pas compris, et dans quelles conditions? Ça, c'est la première question. La seconde, quelle est la différence entre un prêt bancaire traditionnel et le prêt tourisme dont vous nous avez parlé? Est-ce que c'est une question de taux, de durée? Merci de me le préciser. Les deux questions quasiment pour Aurélien. Alors le prêt d'honneur, moi j'en ai pas parlé, je sais pas si on avait parlé pendant la table ronde. Ça dépend de plein de structures, donc même moi je pourrais pas vous dire qui accorde les prêts d'honneur spécifiquement et le décideur, mais je sais que vous avez entre entreprendre, Ouais. enfin il y a une multitude d'organismes associatifs ou para-associatifs, peut-être même dans lesquels BPI abonde, qui permettent en fait d'octroyer des prêts d'honneur qui font souvent partie du plan de financement initial du premier restaurant avec le Love Money, etc. Vous pouvez y répondre Mais vraiment je suis pas le secondes, plus expert après, là-dessus, j'avoue. Et sur le prêt tourisme, ça reste du prêt bancaire, comme on pourrait le solliciter auprès d'une banque, mais la grande différence, c'est qu'on n'a aucune sûreté comparativement à une banque. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de demande de garantie, de nantir le fonds de commerce, etc. Et c'est pour ça que je disais que ça permettait à la banque, quand on vient faire un projet en commun, de lui donner toute la garantie sur le fonds de commerce. Donc ça permet de la me laisser un peu à l'aise, même si elle a partagé l'enveloppe avec nous de financement, elle a accès en fait totalement à cette garantie. Et après, la deuxième chose, c'est là où je disais par rapport au contexte, des taux d'intérêt qui sont plus élevés, des surcoûts peut-être d'un plan de financement qui, il y a 5 ans, n'aurait pas été le même, peut-être 10 à 15% moins cher pour lancer l'affaire, de proposer une durée un peu plus longue que la durée normative qui est autour de 7 ans normalement sur la place bancaire, d'aller chercher du 10 ans, ça permet de baisser un petit peu l'effort de remboursement mensuel ou trimestriel et donc de regagner un peu de capacité d'endettement. Voilà, c'était ça un peu les deux grandes différences. Donc aujourd'hui, oui, sur le prêt d'honneur pour ta question, c'est souvent des sommes entre 20 et 30 000 euros, rarement en plus sur une première affaire. C'est à souscrire. Alors il y a plusieurs entités, type par initiative entreprendre ou d'autres, qui viennent en complément. Ils ont deux avantages majeurs à ma connaissance. Le premier, c'est qu'il est souvent à taux zéro ou à taux très faible. Et le deuxième, c'est qu'il compte dans l'apport personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prêt d'honneur de 20 à 30 000 euros vient s'additionner à l'apport personnel de l'entrepreneur et de ses proches. Et donc, ça rentre dans les 30 à 35% qui sont exigés par la banque. Donc, ça peut faire grimper la jauge de la capacité d'emprunter tout en restant dans un taux d'endettement à 30-35%. Voilà. Et au niveau bancaire, les derniers chiffres, c'est entre 4,5 et 5% environ de taux. Là aussi, le disait Aurélien, habituellement c'est 7 ans aujourd'hui dans la restauration. Oui, je confirme la BTO des taux d'intérêt, c'est à peu près ça aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé d'apport, de pourcentage. Moi, je tiens à démystifier un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est les pourcentages qu'on voit. Mais ce qui fait le dimensionnement de l'apport, c'est principalement aussi la capacité de l'affaire à absorber l'endettement. Donc en fait, c'est une faisabilité par rapport aux cash flows qui sont dégagés. Donc parfois, si l'opération, on a dit, il y a des qui coûtent moins cher pour X raisons, ou le modèle, où il y a un effet d'échelle, s'il suffit de 20% d'apport, on ne va pas imposer de mettre 30 si ça passe à 20. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une implication, surtout dans les premières opérations du dirigeant en termes d'apport. C'est une sorte de convergence d'intérêts, c'est naturel, c'est fait usuellement pour tout type de projet au-delà de la restauration. Mais dites-vous que le pourcentage dans le plan de financement est aussi une prise de température à l'instant T en ce moment. C'est ce que vous demande la place. Peut-être que dans 5 ans, si on refait le même point, on dira qu'aujourd'hui on tourne autour de 15-20%. Voilà, il n'y a pas de chiffre immuable absolu qui disent si vous n'avez pas de 30, en dessous de 30 on ne rate pas le dossier. Voilà. Une autre question, peut-être dernière question, oui. Alors moi j'ai une question, j'aurais voulu savoir, est-ce que vaut mieux, pour commencer, aller voir la BPI ou alors directement aller se retourner vers les banques quand on fait un emprunt? En premier lieu, votre partenaire bancaire. C'est quand même votre banquier de flux, celui qui va vous proposer tout l'ensemble des services pour gérer votre trésorerie, les moyens de paiement, etc. C'est par lui que va commencer quand même le financement, parce que les premiers, on va contre-garantir le partenaire bancaire que vous aurez sollicité. Donc ça reste quand même la clé de voûte de votre plan de financement. Donc c'est là aussi l'importance d'aller voir plusieurs partenaires. C'est une question de relation.
Moi, je crois beaucoup à ça. C'est une relation que vous avez nouée avec un chargé d'affaires, avec un directeur de centre d'affaires. Il faut qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place. Et à partir de là, ça va se déployer et on va pouvoir vous accompagner. Mais ça reste quand même votre première porte d'entrée dans le financement. On va devoir terminer cette table ronde. C'est toujours trop court. On avait plein de choses, plein de sujets. Merci à tous les trois. Merci.